Bonjour à tous, donc je vais introduire cette matinée de l'ESG Prospective Morning. Donc c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour sa 3e édition. Merci beaucoup au MEDEF de nous accueillir d'ailleurs dans son bel auditorium. La matinée donc fait partie, comme vous le savez, de l'Invest Week Paris, qui est une semaine qui est dédiée donc aux investisseurs et aux asset managers pour les mettre en contact et parler de sujets d'actualité qui vont faire les décisions d'investissement finalement des années à venir. Alors en parlant de sujets d'actualité, comment ne pas parler à quelques jours de la COP26 et du Climate Finance Day, de l'ESG, de finances durables, d'investissement responsable. Donc pour en parler aujourd'hui, nous allons avoir 3 temps forts, donc 3 tables rondes qui vont donc développer un thème à chaque fois lié donc à l'ESG, à la finance durable, à l'investissement responsable. La première table ronde donc, qui s'est préparée là est un peu atypique puisque je l'intitulerai Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que nous, en tant qu'asset manager, en tant qu'investisseurs, nous demandons de plus en plus aux émetteurs, aux entreprises, pour faire la preuve de leur engagement dans une transition écologique, transition sociale, de leur bonne gouvernance. Mais nous, société de gestion, en tant qu'employeur, employeur de collaborateurs qui font la richesse de nos sociétés de gestion, qu'est-ce que nous faisons pour aller dans la direction de cette transition, en particulier sur le plan social. Donc les collaborateurs, je le disais, font la richesse des sociétés de gestion, la qualité de leur gestion, la qualité des services qu'elles rendent à leurs clients. Et donc nous, que faisons-nous dans nos sociétés de gestion pour favoriser la mixité homme-femme bien sûr, mais aussi l'intégration du handicap. Donc ça sera la première table ronde, donc avec des sociétés de gestion qui viendront témoigner, et puis une étude de l'AFG, mais je laisserai tout à l'heure Adeline introduire la table ronde. Le deuxième moment fort sera sur la réglementation. Comment parler d'actualité ESG sans parler de réglementation? Je ne sais pas pour vous, mais nous à l'AFG, on parle plus de règlement SFDR, de règlement taxonomie, que de calcul de l'empreinte carbone. C'est à se demander si l'ESG ne va pas devenir un métier de compliance plus que de conviction. Et donc, est-ce qu'à force de respecter cette réglementation, on ne va pas perdre notre âme et finalement passer à plus de peur de ne pas respecter cette réglementation, pas toujours cohérente d'ailleurs, entre les textes européens et les textes français, et même entre textes européens eux-mêmes. Et je crois que la grosse question qu'on se pose investisseurs comme société de gestion en ce moment, c'est comment va-t-on arriver à respecter ce déluge de textes qui nous tombent dessus depuis quelques années et à les mettre en cohérence et à présenter à des clients des fonds qui réellement veulent dire quelque chose et font preuve de cette volonté de transition vers un monde plus durable. Donc ça sera le deuxième temps fort de cette matinée avec la présence du Trésor et de l'AMF qui viendront justement aux côtés de sociétés de gestion témoigner de leur point de vue. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Hein. Et donc on comprend leur volonté d'éviter l'ESG ou le greenwashing, et c'est à juste titre, mais non, il ne faut pas passer non plus à une réglementation qui stérilise finalement toutes les gestions de conviction. Et puis enfin, le troisième temps fort sera consacré au financement des infrastructures. Les infrastructures sont une classe d'actifs clés pour aller vers une transition vers un monde plus durable, vers un monde moins carboné, vers un monde plus économe en énergie. Donc elle sera consacrée donc au financement des infrastructures. La place de Paris est reconnue internationalement comme une place d'expertise pour le financement des infrastructures. Donc là aussi, une table ronde animée par notre président de commission, donc René Cassis, et avec des sociétés de gestion et d'autres acteurs qui viendront témoigner de leur expertise, de ce qu'ils font en matière de financement d'infrastructures. Voilà les 3 temps forts, je ne serai pas plus longue. Encore un grand merci d'être là avec nous ce matin. Juste pour un petit rappel, donc les 38 collaborateurs de l'AFG sont à votre service, au service de leurs clients, les sociétés de gestion, et au service des clients de nos clients, c'est-à-dire les épargnants, les investisseurs, pour montrer donc l'utilité de notre métier pour nos clients, mais aussi pour le financement de l'économie en général, puisque les asset managers sont dans une position clé où elles dirigent vers l'économie l'épargne de leurs clients. Et donc, dans un monde où on a besoin de tous ces investissements pour arriver vers un monde plus durable, je crois que vraiment nous avons un rôle clé à jouer. Donc, merci encore pour votre présence.
Je te passe la parole, Adeline. Merci pour l'organisation de cette matinée. Et puis, à toi la parole pour la première table ronde. Merci à tous. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là pour cette troisième édition de l'ESG Prospective Morning de l'AFG. Lorsqu'il y a 3 ans, nous avons co-construit avec la GFI Paris Europlace et la F2I cette Invest Week Paris, nous avons décidé de dédier l'événement AFG de cette deuxième semaine d'octobre à la prospective ESG dans son ensemble. Et c'est au même moment que l'un des vice-présidents de l'AFG, Mathieu Duncan, et on lui rend hommage aujourd'hui, alors directeur général chez Ostrom, nous a challengé sur la mixité au sein des sociétés de gestion, dans les organes de gouvernance et à tous les niveaux de la structure. Il nous a apporté des pistes de réflexion sur l'approche que pouvait avoir l'AFG auprès de ces sociétés de gestion pour les accompagner et les aider à agir en faveur de la mixité. C'est Dominique Depréneuve, directeur général de l'AFG, qui s'est emparé du sujet avec succès pour créer un groupe de travail. Un groupe de travail d'abord initialement dédié à la mixité comme première des diversités, mais a permis aussi d'élargir ensuite la réflexion aux diversités au pluriel, dont notamment celle du handicap et puis plus loin celle de l'égalité des chances, pour donner naissance à ce groupe de travail intitulé « Diversité au pluriel, vecteur de compétitivité ». Car oui, les diversités sont une chance et une opportunité, loin d'être une contrainte comme ça peut être parfois malheureusement et encore trop souvent ressenti. Nous avons voulu donc ce groupe de travail à taille humaine pour favoriser les échanges directs et l'efficacité du travail. Un groupe de travail dans lequel chacun de ses membres s'investit à 100% et est particulièrement concerné. Donc la première de l'ESG Prospective Morning, il y a maintenant 3 ans, en octobre 2019, a été support pour le lancement de ce GT et nous a permis d'en définir les objectifs prioritaires, parmi lesquels la création d'une enquête annuelle pour mesurer la mixité au sein des sociétés de gestion et son évolution au fil des ans, parmi lesquels également un guide de bonnes pratiques qui allait permettre aux sociétés de gestion d'agir en faveur de la mixité. L'enquête a donc été lancée l'an dernier pour la première fois et pour la deuxième fois cette année. Nous y avons ajouté une sélection de questions au sujet de la mesure et de la gestion du handicap dans les sociétés de gestion afin de créer la récurrence de la mesure, de ces deux mesures et la focalisation une année sur deux sur l'une de ces deux thématiques. Donc, le guide des bonnes pratiques que nous avons réalisé autour de 6 thématiques prioritaires, dont les 3 premières ont été présentées le 8 mars à l'occasion de la Journée pour le droit des femmes, et dont les 3 nouvelles vont vous être présentées aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation des résultats de l'enquête 2021 que va nous présenter Jubaï Adaden, économiste à l'AFG, ici présent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais dans un premier temps vous rappeler un peu les objectifs que s'est fixé ce GT, très brièvement parce que ça a déjà été fait par Adeline auparavant. Donc, l'idée c'est de donner les clés au SGP pour agir en faveur de la diversité. Avant de vouloir agir, il faut pouvoir mesurer et c'est pour cela qu'on s'est donné des outils quantitatifs, des enquêtes, afin de mesurer ces diversités. Pour que ce soit un peu clair pour vous, comment est-ce qu'on a procédé? L'année dernière, l'enquête qui a été réalisée concernait uniquement la mixité. Cette année, l'enquête qui a été réalisée concernait à la fois la mixité et le handicap. Les résultats sur la mixité vous seront présentés dans les instants qui viennent, tandis que les résultats qui concernent le handicap seront présentés mi-novembre lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Comment l'enquête a été réalisée? Bon, il y a un questionnaire qui a été circularisé auprès des SGP. L'enquête a été réalisée entre juillet et septembre 2021. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et je tiens à remercier toutes les SGP qui ont participé à l'enquête. Il y a 96 SGP ou groupes de SGP qui ont répondu. Ça représente 9 900 collaborateurs environ et 63% des effectifs des membres de l'AFG.
Pour que vous ayez un peu d'idée sur l'échantillon, il y a 9 SGP de plus de 250 salariés qui ont répondu, 18 qui ont entre 50 et 250 salariés, et 69, c'est bien 69, qui ont moins de 50 salariés. Alors, l'idée, c'est dans un premier temps de faire une cartographie de la mixité dans les SGP. On va y aller un peu en regardant d'abord dans l'ensemble des salariés, puis uniquement chez les managers. Les hommes représentent 58% des salariés dans les SGP, donc 42% pour les femmes. Parmi les cadres des SGP, 60% sont des hommes. C'est une part qui est plutôt similaire à celle qu'on voit dans l'économie française en général. En effet, 59% des cadres dans l'économie française sont des hommes. Et enfin, parmi les managers, 65% des salariés sont des hommes. Bilan, conclusion de ces éléments-là, c'est que plus on va vers des postes à responsabilité et moins il y a en proportion de femmes. Et je voudrais vous donner un dernier exemple, une dernière donnée pour cette cartographie-là. Lorsqu'on regarde parmi les femmes managers, non, parmi les femmes cadres, le pourcentage de femmes managers, on voit qu'il y en a environ 18%, c'est assez stable entre 2019 et 2020, tandis que lorsqu'on regarde les hommes managers parmi les hommes cadres, le taux arrive à 23% environ, 22-23%. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une obligation légale depuis 2 ans qui est de délivrer auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État, un index d'égalité professionnelle. Cette obligation, elle s'applique aux SGP de plus de 50 salariés et également à toutes les entreprises de l'économie française, en tout cas toutes les entreprises qui ont une activité en France. Quels sont les résultats pour l'industrie de la gestion d'actifs? Alors, il y a un résultat pour 2019 et un pour 2020. En 2019, l'index était de 81 sur 100, tandis qu'il était de 82 en 2020. Lorsqu'on compare avec l'économie française dans sa globalité, c'est un petit peu en dessous dans la mesure où, en 2020, il était de 85 sur 100 pour l'économie française dans sa globalité et 84 en 2019. Néanmoins, il faut avoir en tête qu'il y a certains biais qui existent de représentativité des entreprises. En effet, vous voyez que la taille de l'entreprise et le niveau de l'index, ce sont 2 choses qui sont très corrélées. Et plus une entreprise a de salariés, a de gros effectifs, et plus son index sera élevé. Alors, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette slide, c'est que, en tout cas sur l'index, c'est que c'est la baisse de l'écart de rémunération entre hommes et femmes qui est le facteur principal de hausse de l'index entre 2019 et 2020. Ensuite, je voudrais vous proposer 2 chiffres qui sont les 2 chiffres à retenir à la fin de cette présentation. C'est premièrement que entre 2019 et 2020, il y a eu une hausse de 7,9% du nombre de femmes managers. C'est un nombre qui est un peu plus élevé, en tout cas une évolution qui est un peu plus élevée que celle des hommes, qui a été de 6,4%. Concernant le taux de promotion parmi les femmes, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les femmes promues parmi l'ensemble des effectifs qui sont des femmes, on voit que la proportion est stable et équivalente à celle observée parmi les hommes, à savoir 6,5%. Dernière slide pour présenter un peu les perspectives. Donc, cette année, l'enquête mixité a été plus courte et moins étoffée que celle de l'année passée. En 2022, l'idée, ce sera d'étoffer encore plus l'enquête qui a été faite par rapport à l'enquête qui sera faite par rapport à cette année. Notamment, il y aura des données sur la représentation des femmes dans les COMEX, dans les conseils d'administration, et également concernant les écarts ou non de rémunération par famille de métier entre les hommes et les femmes. Pour rappel, et je finirai là-dessus, il y a 3 résultats majeurs qui avaient été relevés l'année dernière lorsque l'enquête était un peu plus étoffée. C'est que 1/3 des membres des COMEX sont des femmes, 20%, 1/5 des membres des conseils d'administration sont des femmes et des inégalités de rémunération persistent. En effet, lorsqu'on est cadre, un homme cadre dans une SGP, on va gagner en moyenne 16% de plus qu'une femme cadre dans une SGP. Je vous remercie.
Merci Juba. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous pour introduire les intervenants de cette première table ronde. Au passage, je me permets de saluer l'initiative prise par l'AFG qui n'a pas attendu que nous soyons frappés par la Covid-19 pour aborder les enjeux du pilier S. Et donc, je suis ravie qu'on puisse aborder ce sujet de la mixité. Mesurer, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Et donc, je vous rappelle qu'effectivement, comme Adeline le précisait, les 3 premières thématiques vous avaient été présentées le 8 mars dernier. Je vais donc demander à Lorna Lucet, analyste ESG chez Amundi, de traiter dès à présent la thématique numéro 4, intitulée « Accompagner ses collaboratrices et collaborateurs tout au long de leur carrière ». Lorna, je crois que vous avez identifié 4 moments clés qui jalonnent le parcours de vie d'un collaborateur au sein de son entreprise. Tout à fait. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de commencer cette table ronde avec un sujet qui est un petit peu transverse. Et comme vous le disiez, Isabelle, on a effectivement identifié 4 moments clés dans la vie d'un collaborateur où il peut avoir besoin plus particulièrement d'être accompagné. Ces 4 étapes, ces 4 moments clés, c'est ceux que vous voyez derrière moi sur le slide. Évidemment, c'est l'embauche d'un nouveau salarié. C'est la maternité et la paternité, puisque l'arrivée d'un enfant ne change pas que la vie d'une femme, mais elle change aussi la vie de l'homme. Et l'homme aujourd'hui prend de plus en plus de place au sein du foyer. On n'a qu'à voir la loi qui a été dernièrement votée avec le congé paternité qui a été allongé à 1 mois. Et puis il y a la gestion de carrière, parce que une carrière, où que ce soit, n'est pas linéaire. Il y a des stop and go, il y a des moments de ralentissement, et il faut aussi savoir aider son collaborateur à se remettre en question, à évoluer, à ce qu'il soit mobile. Il a lui aussi des envies qui peuvent évoluer, qui peuvent être différentes par rapport à quelques années auparavant. Et puis, il y a ce que l'on a appelé plus ou moins de façon heureuse les accidents de la vie. Une vie, là non plus, c'est pas linéaire. On a tous vécu des choses plus ou moins faciles. Il y a des accidents qui peuvent survenir, il y a des dépressions, il y a un handicap. On peut aussi avoir autour de nous une personne qui devient dépendante et on peut devenir aidant. Et dans ces moments-là, clairement, il faut qu'il y ait des aménagements des conditions de travail. Donc ça peut être des aménagements de poste, ça peut être aussi des aménagements d'horaire, etc. On a essayé dans la fiche qui vous sera transmise de vraiment vous donner des actions concrètes sur ce qui peut être fait lors de ces 4 moments. En revanche, pour cette présentation, on avait envie plutôt d'expliquer comment en fait ces moments pouvaient être appréhendés, parce qu'il y a évidemment des points communs à ces 4 moments. Ce sont des moments propices à l'incertitude, aussi bien pour le salarié que pour la société de gestion. C'est des moments de remise en question et c'est des moments de fragilité, alors ce qu'on a appelé de fragilité psychologique, et ce sont des moments en fait où les sentiments sont totalement exacerbés. Et il faut toujours prendre un petit peu de recul dans ces moments-là. Et pour pouvoir prendre du recul, on a identifié 5 clés que sont évidemment l'anticipation, la formalisation et la communication des valeurs de la société de gestion, le fait de former les équipes, et je reviendrai là-dessus parce que pour moi c'est véritablement clé. On ne peut pas avancer sans une formation des équipes. Il faut aussi gérer les difficultés. On va voir que vouloir faire l'autruche ou essayer de ne pas gérer le problème va finalement s'avérer pire que d'essayer de le gérer. Et il faut ensuite pérenniser dans le temps. Et là aussi, c'est un moment qui pour moi est très important parce que souvent oublié. Alors, l'anticipation, pourquoi est-ce qu'il faut anticiper? Alors, tout ne sera pas anticipable, évidemment, mais l'anticipation permet de clarifier certaines notions. Elle permet aussi une réflexion qui doit être menée sur un certain nombre de sujets, surtout lorsque l'on parle de diversité. Ça veut dire quoi la diversité dans cette société de gestion? Comment on se différencie potentiellement des autres? Ça veut dire identifier ces valeurs pour qu'elles soient ensuite communiquées au plus grand nombre. Pour vous donner quelques exemples, évidemment, lorsque l'on anticipe, on est capable d'identifier ces valeurs, on est capable aussi de les transmettre, notamment lors de l'arrivée de nouveaux collaborateurs ou lors d'entretiens avec des nouveaux collaborateurs. C'est un exercice qui peut vous paraître un petit peu
un petit peu difficile ou abscons, mais il se trouve que lorsque l'on définit ces valeurs, c'est bien plus simple pour un candidat de savoir si il peut les adopter ou s'il est en ligne avec ces valeurs. Et c'est en fait ce qui va ensuite être le gage d'une embauche réussie. Ensuite, une fois qu'on a évidemment édicté ces valeurs ou que l'on a, ça peut être aussi des moments RH, ou enfin des sujets RH, une grille de salaire, etc. Il faut évidemment les communiquer. Et il faut les communiquer au plus grand nombre et il faut les formaliser dans un document. Ce sera un document qui sera opposable et qui permettra d'expliquer ensuite aux collaborateurs pourquoi ces décisions ont été prises. Et du coup, ce document, il sert aussi bien aux collaborateurs qu'à la direction de la société de gestion. Et ce document, il faut évidemment le communiquer régulièrement, tout simplement parce que la société de gestion, c'est une entité qui évolue. Donc, on n'a pas obligatoirement les mêmes personnes 5 ans plus tard. Les idées ont évolué, les lois ont évolué également, les avantages ont évolué. Et donc, il faut communiquer, il faut mettre à jour ces documents et cette communication. Et puis, lorsque l'on parle de diversité, on ne peut pas faire l'impasse sur cette étape qui est la formation des équipes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parité, on parle beaucoup d'hommes-femmes, mais la diversité, c'est pas uniquement la parité homme-femme. Et puis, la parité homme-femme, c'est dans les deux sens. Tout à l'heure, on disait que effectivement, on avait certains métiers qui sont extrêmement féminisés et où il n'y a pas d'hommes. Et bien oui, effectivement, c'est une question. Les femmes ont le droit, effectivement, d'avoir les mêmes métiers que les hommes, mais les hommes ont aussi le droit d'avoir les mêmes métiers que les femmes. Et donc, la discrimination peut se faire dans les deux sens. Et ces biais cognitifs, ce qui est très important, et j'aimerais vraiment insister sur ce point-là, c'est que ces biais cognitifs, ils sont totalement inconscients. On baigne dans une culture, on nous a enseigné un certain nombre de choses, et du coup, ce sont des réflexes qui sont totalement intégrés. Je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui dans cette salle, j'en suis ravie, mais on est tous conscients aussi que les hommes ne se réveillent pas tous les matins en se disant qu'ils ont des privilèges par rapport aux femmes et qu'ils vont en bénéficier. Et qui vont les utiliser. Je peux prendre le même exemple pour moi. Je ne me réveille pas tous les matins en me disant que, en tant que femme blanche en France, je bénéficie de privilèges par rapport à d'autres femmes d'origine ethnique différente. Et pour autant, on bénéficie de privilèges. Et en fait, ces biais cognitifs, on ne peut les débusquer, on ne peut les démasquer, on ne peut les contrecarrer ou les rectifier que si on est formé à ces biais cognitifs. Donc c'est vraiment un moment pour moi qui est très important, d'autant plus que on a des sujets de diversité qui arrivent aujourd'hui, qui sont presque totalement inconnus en France ou extrêmement peu discutés. On a d'autres pays qui sont plus en avance, notamment les pays anglo-saxons sur toutes les questions LGBT, où il y a déjà des formations qui sont nombreuses, qui sont bien répandues, alors qu'en France, aller trouver une formation sur les biais cognitifs justement, ou sur comment gérer, alors le mot gérer est peut-être pas très bien utilisé, mais comment essayer d'inclure des LGBT dans un certain nombre de métiers, c'est très difficile. Bon, tout simplement aussi, il y a une différence culturelle qui est que on peut faire dans les pays anglo-saxons des statistiques sur l'origine ethnique et potentiellement sur la sexualité, ce qui est totalement interdit en France. Mais du coup, on a tendance en France à ne pas voir ces sujets-là alors qu'ils existent. L'avant-dernier point, c'est évidemment de gérer les difficultés. On ne peut pas faire comme si le problème n'existait pas. On ne peut pas faire l'autruche. Il faut être lucide sur les difficultés, il faut les prendre à bras le corps, que ce soit un problème de parité homme-femme, un homme ou une femme qui a l'impression d'être lésé, ou que ce soit une personne qui tout d'un coup se retrouve en situation de handicap ou qui doit voir, pour une autre raison, son organisation de travail modifiée. Et pour ça, il faut mettre un processus de résolution. Il ne faut pas essayer de résoudre parfois le problème seul. Ça ne marche pas. Il y a plusieurs parties prenantes dans la société de gestion. Il y a le salarié, il y a le manager de proximité, il y a l'équipe, puisque l'équipe aussi est une partie prenante.
et ne pas communiquer avec cette équipe, c'est laisser s'installer des bruits de couloir, des rumeurs qui vont tendre les relations et qui vont faire pourrir potentiellement le conflit. Donc il faut véritablement maintenir le dialogue. Et puis une fois que la gestion de crise, entre guillemets, a été faite, il faut pouvoir pérenniser, capitaliser sur les acquis. Et là aussi, c'est véritablement quelque chose d'important. Comme je le disais au début, ces moments, ces 4 étapes dans la vie d'un collaborateur, c'est des moments de fragilité, c'est des moments où les sentiments prennent parfois la place sur la rationnelle. Et donc, il faut prendre un petit peu de temps après, une fois que c'est passé, pour pouvoir capitaliser sur ces acquis, pour pouvoir revenir, se dire, s'interroger sur ce qui a été bien pris, bien géré, ce qui aurait pu être mieux géré, mettre ça sur papier, enrichir les documents qu'on avait pu mettre en place pour que la fois suivante, même si évidemment ce ne sera pas exactement la même situation, on puisse peut-être gérer cette problématique de façon plus simple. Et puis le dernier point, c'est évidemment partager à l'extérieur ces bonnes pratiques. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est un moment important parce que vous avez parfois l'impression, on a parfois l'impression de ne pas avoir réinventé la roue en réalité. Mais vous allez vous rendre compte que en fait, finalement, certaines personnes ne savent pas que la roue existe ou ne savent pas l'utiliser. Et du coup, partager ces bonnes pratiques, ça va permettre à certaines personnes, lorsqu'elles seront en situation, dans une situation similaire, de se rappeler de vos paroles, de vous rappeler, d'aller voir potentiellement les procédures que vous avez mises en place, les chartes, etc. Et donc, ça va faciliter la prise en compte et la gestion de ces différentes étapes dans la vie d'un collaborateur. Et je laisse la parole. Merci Lorna. À Stéphane. On aura donc compris que plus on anticipe en amont, mieux on pérennise dans la durée. En effet, j'invite à présent Stéphane Déo, responsable de la stratégie de marché chez Ostrom, à nous présenter la thématique numéro 5 intitulée « Favoriser un recrutement mixte ». Là aussi, Stéphane, je crois qu'il convient de conjuguer à la fois des règles, des politiques, des processus et des actions sans verser pour autant dans le dogmatisme. Oui, merci. Alors, pour le recrutement, en fait, moi, je vais commencer par peut-être un hors-sujet qui n'est pas du tout un hors-sujet, vous allez voir. Quand on parle de recrutement, on parle de CV, d'entretien, etc. Je pense qu'il y a une action à mener en amont qui est de sourcer des candidats. On a un problème d'autosélection ou d'autocensure. Très, très souvent, on se retrouve sur certains postes, en particulier en finance, avec 10 CV masculins, un CV féminin. Alors, même dans un monde parfait où on n'a pas de biais, etc. Si vous avez 10 CV d'un côté et un de l'autre, forcément, vous avez plus forte probabilité de recruter un homme. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire en amont. Alors, Dieu merci, j'ai l'impression que les choses changent très vite, surtout sur les nouvelles générations. Il y a beaucoup moins d'autocensure chez les filles qui sortent d'écoles de commerce à l'heure actuelle qu'il y avait à mon époque, même si ce n'est pas si vieux que ça. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire avant. Donc, vous voyez, c'est un hors-sujet qui est, pour moi, vraiment pas du tout du hors-sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs choses qu'on vous propose. D'abord, dans ma belle entreprise, on fait une journée porte ouverte pour des lycéennes. C'est-à-dire qu'on propose à tous les collaborateurs de l'entreprise de faire venir leurs filles ou des amis, ou etc., et de leur présenter la finance. Donc, l'idée, vous voyez, c'est de commencer très tôt et de dire, bah, écoutez, on n'est pas une bande de machos, c'est pas un métier purement masculin, et l'idée, c'est d'essayer de susciter des vocations très très tôt. Donc, il y a cette espèce de journée porte ouverte, et honnêtement, ça marche très bien, et on a pas mal de monde, et d'année en année, le nombre de personnes croît. Donc je ne sais pas si dans quelques années on verra des filles revenir chez nous, mais en tout cas je pense que c'est une initiative qui est intéressante. L'autre point, c'est évidemment dans les écoles de commerce, dans les universités, après le bac. Donc là, c'est beaucoup plus direct. On a paradoxalement, même si vous regardez sur les filières
qui destinent à la finance, on a malgré tout encore là une autosélection, c'est-à-dire que les femmes ont plutôt tendance à choisir certains postes dans la finance et pas d'autres. Et donc je pense que là aussi, il y a un travail de fond à faire. Et du coup, on vous propose un nombre d'idées. Il y a ce qu'on appelle le Shadow Day, c'est-à-dire proposer aux étudiantes de venir in situ, sur place, voir comment ça se passe. Il y a les stages, évidemment, et les alternances, où il faut faire très attention à ne pas, une fois de plus, ne prendre que des hommes. C'est un peu la première étape avant le recrutement. Et puis, il y a tous les liens avec les universités, les écoles. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est être présent systématiquement et systématiquement mettre en avant cette idée de mixité et d'opportunité pour les étudiantes sur les secteurs. Donc, vous voyez, c'est pas la partie recrutement stricto sensus, où je vais y revenir avec des KPI, etc., etc. Mais cette partie en amont, pour moi, est extrêmement importante parce que, alors moi j'ai de la chance, je suis stratégiste, économiste, il y a pas mal de femmes dans ce métier-là, mais il y a certains secteurs où, honnêtement, j'ai des collègues qui galèrent beaucoup. Si je viens maintenant au cœur du réacteur, en termes de politique de recrutement, nous on vous propose 4 idées. Le premier point, c'est une formation des managers. Moi, alors ça fait un petit moment que je travaille sur la mixité. Il y a des exemples de biais cognitifs qui sont lunaires, honnêtement. Alors pour vexer personne, je vais prendre un exemple, c'est les orchestres symphoniques. Il y a certains instruments qui ne sont pas féminins. Et donc, on recrute que des hommes. Et il y a des exemples où on fait passer une audition à l'aveugle. Il y a un candidat qui est de loin le meilleur. Et une fois qu'on voit que c'est une femme, on dit mais non, en fait, c'était pas bon, etc. Et donc, même dans des métiers comme ça, vous voyez, il y a des biais cognitifs qui sont absolument monstrueux. Et je pense que tout ce qui est formation, au moins prendre conscience de ces biais, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a fait ça une fois de plus dans mon entreprise avec un test. Donc vous avez tout un tas de questions et à la sortie, vous voyez quels sont vos biais. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très très important. Je vous ai dit, il y a un problème de sourcing, c'est-à-dire une auto-sélection des femmes. Il y a la même chose de l'autre côté. Et by the way, quand je dis formation des managers, c'est les managers hommes et femmes. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui ont des biais. Hein. Les femmes ont les mêmes biais souvent recrutement, paradoxalement. Le deuxième point, qui nous semble important, c'est insister justement sur cette politique de mixité pendant le recrutement. Il arrive régulièrement d'avoir des candidats femmes qui sont bonnes, qui ont plusieurs opportunités et qui vont choisir un autre poste en se disant « ce truc-là n'est pas fait pour moi ». Parce que c'est un métier d'homme, etc., etc. Donc mon exemple d'orchestre symphonique, il va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une autosélection. Et je pense que c'est un point qui est vraiment important pendant le recrutement, de vraiment faire passer le message que c'est un métier de femme, c'est un métier où on fait attention à la mixité, etc., etc. Et que donc une femme a sa place au même titre qu'un homme. Troisième point, alors ça c'est tout simple, mais ça marche. Il faut un taux minimum de femmes dans les shortlists. Et ça, c'est de plus en plus imposé. C'est là où, honnêtement, ça peut être compliqué, parce que quand vous n'avez pas de CV femme, il faut se débrouiller. vous en trouvez un. Voilà. Mais du coup, vous voyez, mon hors-sujet du début est vraiment pas du tout hors-sujet, parce qu'il faut sourcer un minimum de CV et avoir un minimum de candidates femmes. Et dans la première sélection, nous, on impose systématiquement qu'il y ait un quota minimum de femmes. Et ça, c'est un moyen, alors c'est un peu brut, mais c'est un moyen justement de lutter contre ces biais de sélection, parce que vous allez forcer, au moins donner une chance de plus à la meilleure candidate féminine ou les deux meilleures candidates féminines ou Dieu sait quoi.
Et dernier point, donc ça c'est la première étape, c'est dans votre sélection de CV, bon, il faut qu'il y ait un minimum. Et derrière, même chose sur le pourcentage de femmes recrutées. Alors là, on a eu un gros débat. Le problème, c'est que dans une entreprise, vous avez beaucoup d'équipes. C'est sur les petites équipes. Moi, j'ai 3 personnes. Donc, si je recrute une personne, forcément, il n'y aura pas la parité parce que 5 divisé par... on est 4. Donc là, il y a 2 hommes, 2 femmes. Mais si on est 5, il n'y aura pas la parité. Mais sur les petites équipes, forcément, c'est très difficile d'imposer des KPI de ce type. Par contre, à des niveaux plus élevés ou au niveau de l'entreprise, on pense que c'est important. Et tu l'as dit, il y a des dispositions réglementaires qui, de toute façon, impose ce genre de choses. Donc moi, je suis intimement convaincu que la diversité améliore la productivité d'une entreprise. Et moi, je travaillais dans la recherche, donc c'est encore mieux. Il faut avoir des gens, si on n'a que des gens qui pensent pareil, qui sortent du même moule, c'est pas idéal. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de productivité, d'efficacité. Ça j'en suis convaincu. Mais de toute façon, il y a un aspect légal derrière, et donc je pense qu'il faut aussi des KPI au niveau du recrutement. Ça, c'est la partie recrutement. Je vais finir par un autre hors-sujet, c'est l'aval. Alors là, pareil, c'est pas complètement hors sujet. Et je vais revenir un peu sur ce que tu as dit. Du coup, je vais pas prendre trop de temps. Je vois l'heure qui tourne. Il faut aussi faire attention à, une fois qu'on a recruté, à garder les femmes dans l'entreprise. Si vous recrutez 50% de femmes, 50% d'hommes, mais que les hommes restent en moyenne 10 ans dans votre entreprise et les femmes 1 an, vous voyez bien que la proportion ne va pas être à 50-50. Donc il y a un vrai sujet, je pense, de maintien des femmes dans l'entreprise. Donc c'est beaucoup ce dont tu as parlé, donc je ne vais pas y revenir. Mais pourquoi c'est pertinent parce que c'est aussi un argument dans le recrutement, c'est-à-dire que on revient en arrière. Si vous pouvez démontrer que vous avez une politique familiale qui tient la route, que vous avez une politique de mixité qui est vraiment documentée, qui est volontariste, si vous avez 0 tolérance pour le sexisme, ça c'est quand même un sujet. Je peux vous assurer que j'ai vu des choses dans les salles de marché il y a quelques dizaines d'années qui étaient, je pense que on le voit plus, mais ces arguments-là sont importants. Vous voyez, pour 2 raisons. La première raison, c'est une question de conservation, c'est-à-dire qu'une fois de plus recruter, c'est bien, c'est gentil, mais il faut garder derrière. Si vous avez une attrition trop forte, forcément, vous n'arriverez pas à la mixité. Et le deuxième point, c'est que ça revient à faciliter le recrutement, parce que je pense que c'est un élément, un argument lors du recrutement des femmes qui est extrêmement fort et qui permet de faciliter cette partie-là. Donc voilà, je ne vais pas revenir trop sur les détails, tu en as très bien parlé déjà, mais je pense que c'est important de faire le lien entre les deux. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Stéphane. Je pense que dans le cadre de cette première table ronde, il appartient sûrement à l'intervenant qui va prendre la parole de traiter du sujet le plus, j'allais dire, touchy, puisque Grégory Leger, Senior Talent Spécialiste chez AXA IM, va décliner la thématique numéro 6 intitulée « Prévenir, détecter et sanctionner les comportements sexistes ». On va découvrir avec vous, Grégory, que finalement, sans requérir une lexicologie aussi foisonnante que peut l'être la taxonomie verte, il y a néanmoins un vrai sujet de définition qui va induire les comportements qui vont bien. Merci Isabelle. Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir partager avec vous en 10 minutes ce qu'on a pu construire dans le cadre du groupe de travail et vous restituer ici l'essentiel. Évidemment, vous pourrez trouver bien plus de détails dans les fiches qu'on a pu construire. Je vous rappelle la raison d'être du sujet dans notre matinée, dans notre groupe de travail. L'idée, c'est bien de dire que le sexisme ordinaire, le harcèlement sexuel sont des comportements qui impactent l'égalité homme-femme dans notre société et dans nos sociétés au sens entreprise, et que par conséquent, il impacte la diversité et donc potentiellement la compétitivité, puisque c'est le motto de notre groupe de travail. En 10 minutes, je vous propose de regarder, de vous donner,
si vous ne les avez pas déjà, 8 bonnes raisons de vous intéresser au sujet. Dans un second temps, on regardera une définition. Alors, on ne rentrera pas dans le juridique, puisqu'il y a le détail dans les fiches, mais plutôt vraiment positionner, comme disait Isabelle, un peu de définition, parce qu'on n'est pas tous équipés sur le sujet. Hein, et moi-même, ayant travaillé le sujet pour cette matinée, j'ai appris beaucoup de choses, croyant que j'en savais déjà pas mal. Et en fait, j'en ai appris encore plus. Donc ça, c'est important de savoir le dire et de savoir se le dire. On regardera des exemples de manifestations concrètes. Ce sera un peu le cœur de cette présentation, puisque vous en avez probablement pu en observer, peut-être subi aussi. Et je pense que c'est important de pouvoir les catégoriser et donner des noms. Les impacts sur les victimes, puisque c'est évidemment la chose la plus importante. Et enfin, pour finir sur une note plus orientée solution, on va dire ce qu'on peut faire pour contrer le sujet. Je reviens sur un mot qui est revenu à plusieurs reprises et on va le retrouver là, même si on n'en parle pas dans le détail, c'est la notion des stéréotypes et des biais inconscients. Donc là, on va être dans le stéréotype de genre, mais c'est vraiment tout ce qui nourrit toutes ces thématiques de diversité et les raisons pour lesquelles on travaille dessus. Alors, 8 bonnes raisons de vous intéresser au sujet. Je vous en donne une 9e qui sera la raison 0, bien entendu pour des raisons morales, d'éthique, de valeurs et de notre société. C'est un sujet auquel on doit tous s'intéresser, évidemment. Hein. Là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus personnel, évidemment. Premièrement, donc le sexisme est répandu. Donc 94% des femmes disent avoir été confrontées au sexisme au travail. 89% des victimes exposées au sexisme sont des femmes. Il y a également des hommes. C'est un facteur de risque important en matière de santé et sécurité. Je vous rappelle que toute entreprise a un devoir et une obligation quant à ce sujet. Le sexisme altère la performance des victimes. 93% des victimes ont un sentiment d'efficacité amoindri parce qu'ils se sentent moins inclus, parce qu'ils perdent confiance en eux. Il peut impacter l'image de l'entreprise. Il y a une crise d'image sur 5 qui a son origine dans un cas lié au sexisme. Il constitue un risque juridique majeur pour l'organisation. Donc la loi et le code pénal et le code du travail définissent parfaitement la thématique et y associent des sanctions. Il nuit aussi aux hommes. 4 hommes sur 10 ont déjà entendu au travail des phrases dénonçant leur non-conformité au code de la virilité. On reviendra un tout petit peu dessus après. Il sape les politiques d'égalité professionnelle. Donc il suffit d'un cas pour que tout ce que vous ayez pu faire et tout ce qu'on a pu décrire juste avant en termes d'action soit détruit et donne une image évidemment mauvaise de l'organisation et bafoue, in fine, les valeurs de l'entreprise et les valeurs probablement personnelles également. Alors, avant de vous donner quelques illustrations et exemples en fait, de manifestations, quelques définitions. Donc, le petit Larousse nous dit que c'est une discrimination fondée sur le sexe, assimilée à l'hostilité aux femmes, et c'est les principales victimes, même si les hommes marginalement sont aussi victimes, peuvent être victimes de sexisme. Le code pénal et code du travail, alors, encore une fois, je ne vais pas vous faire la définition, je vous invite, je fais de l'avant-vente pour nos fiches techniques, mais je vous invite à aller retrouver plus de détails dedans. Qualifie 2 choses, c'est important de l'avoir en tête. L'agissement sexiste, c'est plutôt ce qu'on va qualifier de sexisme ordinaire, vous allez voir des exemples après, et qualifie après le harcèlement sexuel, donc qui sont 2 degrés évidemment d'intensité très, très différentes. Dernière définition ici, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Donc, il reprend la loi en expliquant que l'auteur de l'agissement ou du harcèlement crée un climat qui stigmatise, qui délégitime, qui infériorise, qui est hostile. Vous voyez le vocabulaire qui est associé à la thématique. Donc, il reprend cet élément-là, mais il positionne, et je trouve ça intéressant, et on le verra au travers des exemples, une notion de continuum en décrivant 3 intensités du sexisme: l'ordinaire, les propos, les blagues déplacées; le discriminant, ne pas promouvoir une femme parce que c'est une femme; et le violent, qui va être l'agression physique, sexuelle, jusqu'au meurtre. C'est comme ça que c'est défini. Les féminicides dans un sujet plus sociétal. Ce qui est intéressant de comprendre ici sur le continuum du sexisme ici, c'est que
laisser la place aux blagues. Donc dans le sexisme ordinaire, en fait, la recherche dit laisser la place aux blagues et aux propos qui pourraient paraître un peu anodins font le lit parfaitement du sexisme discriminant et violent. Donc c'est important d'avoir conscience de ça, et c'est pour ça qu'on revient toujours sur cette notion de bien conscient et évidemment de la vie des stéréotypes dans notre société. Alors, ensuite, quelques manifestations. Donc l'idée, c'était sur un slide de pouvoir visuellement voir les manifestations. Je ne vais pas toutes les passer, je vais en sélectionner quelques-unes. Encore une fois, il y a plus de détails dans les fiches. Et évidemment, là, en vous illustrant et en vous donnant quelques exemples, vous allez probablement reconnaître une expérience que vous avez vécue, que vous avez observée, et peut-être dont vous avez été victime également. Mais l'idée, évidemment, c'est encore une fois d'avoir conscience de ces éléments-là. Les blagues et les remarques déplacées, pour commencer avec cet élément-là. Donc, c'est ce qu'il y a de plus courant sur le lieu de travail et dans la société d'ailleurs, au-delà de nos organisations. Et c'est ce qui entretient encore une fois le sexisme en général et les stéréotypes de genre dans la société. Ça peut être fait sur le ton de l'humour, normal, elle est blonde, typiquement, vous l'avez déjà tous entendu. Ça peut être du type « mets une jupe pour la réunion avec nos clients, demain ». Finir à 16h30, c'est bien un truc de femme pour aller chercher les enfants. J'ai tenté de promouvoir des femmes au maximum, mais nos dossiers sont très techniques. Le fameux « mais qui va s'occuper des enfants ?» phrase d'un ministre il y a quelques années, en parlant d'une femme qui était promue à un poste de ministère. Des propos irrespectueux ou méprisants. Donc, les femmes ne sont pas faites pour exercer des responsabilités importantes au travail. Elles ne savent pas travailler ensemble. Elle a réussi parce qu'elle a couché, tout simplement. Oh, ça va, la mauvaise humeur, t'as tes règles. Elle a bien cherché, t'as vu comment elle est habillée. Et je te réexplique avec des mots simples pour que tu comprennes. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'on pourrait croire que c'est d'un autre temps, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, au XXIe siècle, j'ai entendu des histoires et des femmes qui relataient tout à fait ce genre d'expérience relativement récemment. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un sujet du passé, même si probablement avec tout ce qui s'est passé, MeToo, etc., il y en a moins, il y a une prise de conscience, mais c'est loin d'être derrière nous, derrière nous. Le manspreading et le mansplaining, donc les femmes sont plus souvent interrompues par les hommes en réunion et les hommes leur expliquent de manière condescendante ce qu'elles savent déjà. La fausse séduction, c'est intéressant, donc il fait passer en fait du sexisme pour la séduction. En fait, la différence, la séduction est basée sur un rapport égalitaire et de respect. Le sexisme est dominant, il y a une notion de domination dans le sexisme. Les comportements discriminants, donc ne pas nommer une femme, ne pas la promouvoir en raison de son fait que ce soit une femme, ne pas recruter une femme parce qu'elle est en âge d'avoir des enfants. Les agressions physiques et sexuelles, donc conditionner une promotion, une prime à une prestation sexuelle. Donc là, dans la loi, on est dans le harcèlement sexuel caractérisé, faire du pied sans consentement, exposer du contenu à caractère sexuel sans consentement. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de manifestations. Sur un autre registre, un peu différemment en bas, là, le sexisme bienveillant, je trouvais intéressant de le partager avec vous. Alors, je vous lis la définition. En fait, c'est le fait de considérer un groupe subalterne gentiment, mais avec condescendance. Donc là, on est dans le cadre du sexisme, mais ça peut s'appliquer dans plusieurs piliers de la diversité, dans le handicap, avec le handicap par exemple, ou les origines techniques, tout ce que vous voulez. Donc là, il recouvre un ensemble d'attitudes, de propos, de comportements qui considèrent qu'il faut être galant et protecteur envers les femmes et semble différencier favorablement les femmes en leur attribuant des qualités positives. En fait, le message est complètement contraire. Donc, c'est des remarques du type « ma cocotte, ma belle », cette espèce d'intention d'être doux, mais qui sont finalement qui entraînent parfaitement le sexisme. Certaines formes de galanterie, on va pas avoir le débat sur la galanterie, mais qu'on aimerait plutôt appeler courtoisie pour le coup, parce que la galanterie peut rentrer dans cet aspect de sexisme bienveillant. Recruter des femmes plutôt sur des postes ou des niveaux hiérarchiques associés à des qualités de sociabilité. Donc là, on parle des qualités féminines versus masculines. Donc on va retrouver un biais du coup en voulant recruter des femmes plutôt sur ces jobs-là.
Enfin, les normes masculines, on a repris la notion de code de la virilité, etc., qui impose aussi des contraintes aux hommes dans l'autre sens. Éviter le féminin. C'est une règle qui imposerait aux hommes de ne jamais se conformer publiquement à une norme dite féminine, avoir de l'empathie, être à l'écoute, l'émotivité, pleurer en public, parce que du coup, on est faible et c'est ridicule et on peut être rejeté par notre groupe. Ça, c'est intéressant de le formuler comme ça. Être gagnant, donc toute cette notion de gagne, de compétition, faire partie d'un groupe et d'un clan, être dévoué sans limite, avoir des conduites à risque pour être membre du groupe, être mis à l'écart aussi parce qu'on ne respecte pas en tant qu'homme des règles, ces fameuses règles de la virilité, dissuader de la parentalité masculine, puisque ça peut être perçu comme un manque de disponibilité dans le travail. Je m'arrête là pour les manifestations. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête ici, et j'imagine que voilà, vous avez connecté probablement avec des choses que vous avez déjà entendues, des expériences que vous avez pu vivre. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est pas tellement ce qu'on pense être du sexisme ou pas, c'est l'impact que nos propos, nos gestes et nos comportements et omissions, puisque la loi le définit, ce qu'on ne fait pas, peuvent avoir sur quelqu'un qui serait une victime. Donc, on revient sur ces notions de bien inconscient, de se poser la question de ce qu'on observe là, et est-ce que finalement, même si je n'ai pas une mauvaise intention, est-ce que c'est pas juste une mauvaise blague et la prochaine fois je devrais probablement ne pas la faire. Donc l'idée de partager ça, c'est pour pouvoir évidemment se poser des questions. La victime, évidemment, alors c'est extrêmement important de repérer les conséquences et les symptômes. Il y a des symptômes cognitifs, affectifs, comportementaux, physiques, des troubles du sommeil, de l'humeur, on a moins envie de rire, etc. Alors ça rentre dans les champs des risques psychosociaux. Donc il y a des détails dans les fiches. Si vous regardez les risques, enfin les conséquences, pardon, les adjectifs sur les conséquences, ne vous dites pas il y a un cas de sexisme ou de harcèlement, mais évidemment, il y a une alerte à avoir, puisqu'on va retrouver des symptômes qui sont relativement similaires aux risques psychosociaux en général, comme le stress au travail, ou le harcèlement qui n'est pas nécessairement sexuel pour le coup. Enfin, pour finir sur une note plus positive, plus engageante, on va dire, et puis surtout pour qu'on se saisisse du sujet, l'idée c'est de pouvoir rappeler les règles, alors dans le règlement intérieur, dans le code de déontologie, d'éthique et de bonnes pratiques, et de s'assurer que les salariés de l'organisation en ont connaissance. On a tendance à le donner, et puis l'ira pas, mais il y a vraiment un objet, une volonté, une destination de s'assurer que les salariés en ont bien connaissance. Sensibiliser les managers, les salariés, les instances représentatives du personnel sur ces questions de stéréotypes du sexe et du sexisme. On revient sur la formation sur les biens inconscients. C'est vraiment, on est dans la lignée du sujet des biens inconscients. Il y a des collectifs d'entreprises qui peuvent permettre de partager des bonnes pratiques. C'est important de prendre en charge les victimes, instruire les demandes et sanctionner les auteurs d'agissements ou de propos sexistes. Mettre en place des mécanismes et dispositifs d'alerte. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire même pour des petites structures qui sont externalisées. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Développer des outils de sensibilisation, des formations, des kits, des webinaires. Il y a plein de choses qui existent sur la place. Intégrer évidemment cette thématique-là dans le dialogue social de l'entreprise au travers des accords sur la qualité de vie de travail ou la diversité et l'égalité professionnelle. Instaurer une vigilance sur l'éventuelle présence des stéréotypes dans les processus RH, la promotion, le recrutement, et se dire quand on fait une décision de promotion, est-ce qu'on a un biais qui vient justement interagir et nous faire prendre une décision qui est potentiellement pas la bonne dans tous nos processus, et s'assurer qu'on extrait ces biais du coup de ces moments de décision. Lancer un diagnostic social et se poser des questions sur notre organisation. Et dernier point, veiller à promouvoir une communication interne et externe. Donc là, on parle du langage inclusif globalement et qui va permettre de nous extraire des stéréotypes de sexe. Voilà, encore une fois, plus de détails dans les fiches techniques pour un sujet qui est évidemment extrêmement sérieux et voire grave, évidemment, et qui impacte la diversité et la compétitivité en ce qui concerne nos organisations.
Et encore une fois, l'objectif, au-delà du contenu et de la sémantique juridique qui est importante à avoir, c'est plutôt de se poser des questions, de comprendre, de savoir en parler, parce qu'on n'est pas tous équipés en termes de vocabulaire, et juste de se demander, est-ce que ce que je viens d'observer est à propos ou pas, et comment je réagis aussi, puisqu'on doit commencer au-delà de l'organisation par soi-même sur le sujet. Merci Grégory pour cet exposé qui fait en effet écho à des expériences que nous avons chacun vécues. Je suis ravie d'accueillir Marianne Desroseaux, secrétaire générale chez Acofi Gestion, pour conclure sur cette première table ronde de la mixité. Marianne. Bonjour à tous. Il me revient donc la conclusion de travaux qui viennent d'être présentés. Alors, je ne crois pas qu'on puisse conclure en la matière. Comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de portes qui sont encore ouvertes. Je vais plutôt essayer de donner aussi des perspectives telles que cela a été fait tout au long de ces allocutions. Nous l'avons vu, pour permettre à la diversité de se déployer dans les entreprises, c'est un accompagnement, une attention de tous les instants aux différentes étapes de la vie d'un collaborateur, que ce soit au moment du recrutement et même avant le recrutement. On l'a vu au moment des évolutions de carrière, au moment des situations et des évolutions de vie personnelle. Et il faut donc être attentif à tous ces événements. Si on ne l'est pas, d'ailleurs, on a une réglementation qui nous impose quelques obligations. Et si on oublie ces obligations, les entreprises peuvent être sanctionnées, soumises à des contraintes qui sont préjudiciables évidemment à l'image de l'entreprise. Comme ça a été dit, une fois sur 5, le risque d'image est entaché par ces sujets-là. Ce ne sont pas ces mesures coercitives, heureusement, qui doivent guider et être au cœur de nos engagements. Le résultat que l'on peut avoir en favorisant la mixité est évidemment bien plus bénéfique que le simple fait d'éviter une sanction. Il y a de nombreuses études qui montrent les bienfaits d'une égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises, la vie des entreprises, les différentes instances de décision et de travail. La mixité est donc, si on n'a pas réussi à vous convaincre, quand même une opportunité. Et ça n'est pas un synonyme de lourdeur ou de coût. Et c'est là, en fait, que les perspectives, elles vous appartiennent. La mixité dans les entreprises, elle ne peut pas se déployer simplement par une injonction ou une incantation d'une direction, d'un service des ressources humaines, par des obligations légales et la crainte de fauter avec ces obligations légales. Il est vraiment important que chacun se saisisse individuellement de ces enjeux. On l'a vu et ça a été vraiment mis en avant. Tout repose en fait sur nos comportements. On vit avec des habitudes, avec des conservatismes. Et il nous appartient, nous-mêmes, de remettre chacun, les femmes, les hommes, ces conservatismes et ces habitudes pour permettre véritablement à chacun de déployer ses talents. Et c'est donc la proposition qui vous est faite à l'issue de cette réunion, de porter ce sujet. On est convaincu que le collectif qui favorise tous les talents est plus intelligent. Il est nécessairement créateur de valeur et il va permettre l'émergence de talents qui, dans certains cas, on le constate, restent en retrait, ne se sentent pas autorisés. Donc, nous avons essayé pour vous aider. C'est pas si facile de déployer individuellement. On peut être conscient, d'où l'importance de ces sujets et de la formation, être conscient de notre impact sur ces sujets-là. On peut essayer au mieux de les porter. On ne les déploie pas dans l'entreprise de la même manière que l'on soit dans des grosses structures type Amundi, AXA, Ostrom ou des petites entreprises comme Acofi Gestion. Ce n'est pas toujours évident de prendre le sujet en main et on n'a pas toujours des ressources ou des moyens dédiés importants. C'est pour ça que l'objectif de ce groupe de travail, au-delà de présenter nécessairement la façon dont il faut qu'on prenne en main ces sujets, c'est de vous donner des outils
et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, voilà, nous avons tous travaillé collectivement sur ce guide. N'hésitez pas à vous y référer, à le prendre, à le ramener voilà, au sein de votre entreprise, à en faire la promotion. Si voilà, on a réussi vous l'êtes sûrement déjà en partie, mais à vous convaincre de la nécessité de prendre en main les choses. Et le groupe de travail, tous les membres, on se tient évidemment à la disposition de chacun, voilà, si vous le souhaitez, entre voilà, les différents échanges de ces groupes de travail ou plus tard pour réfléchir avec vous si vous en avez besoin. Je remercie l'AFG, évidemment, qui, au nom du groupe de travail, qui voilà, met ce sujet en avant, le porte. Dominique Depréneuf, évidemment, voilà, est très engagé, ainsi qu'Adeline. Lors de la housse, on a fait voilà, notamment la première des thématiques de ce groupe de travail. Et c'est important voilà, d'avoir et de présenter le sujet et de pouvoir en parler. Donc, merci pour nous tous et pour nous toutes. Et je remercie bien sûr aussi voilà, Isabelle Guyot-Sionnet, pardon, qui anime les 2 tables rondes de la matinée. Est-ce qu'il y a des premières questions ou est-ce qu'effectivement, comme l'a suggéré Marianne, vous reviendrez vers l'un ou l'autre membre du groupe de travail pour approfondir un sujet particulier qui vous touche et sur lequel vous souhaiteriez un approfondissement, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre dans votre maison? Les hôtesses avec un micro sont à votre disposition. Merci pour cette présentation qui était très convaincante en effet. Mais la question que je me posais, c'est, on parle de diversité au pluriel. On attend 1 an pour avoir une nouvelle table ronde sur la mixité sociale et ethnique, ou vous êtes déjà en train de travailler dessus? Oui, bonjour. Ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci pour cette question qui est assez pertinente. Alors, pour rappel, comme je disais lors de mon intervention, on a dans un premier temps abordé la question de la mixité. Il y a voilà, une enquête qui a été réalisée entre juillet et septembre qui concerne aussi la question du handicap, et sur la question des autres diversités, et notamment les questions liées aux origines sociales. On est en train de commencer à réfléchir à un planning là-dessus. Je ne vais pas annoncer que l'année prochaine, il y aura une enquête qui sera menée dessus. Néanmoins, on a bien en tête qu'on va devoir à un moment travailler là-dessus. Dans un premier temps, on y va doucement dans la mesure où déjà la mixité, là on arrive sur le bilan d'1 an où on a travaillé en fait sur ce guide, présenté en mars puis aujourd'hui. Sur le handicap, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire exactement. Et ensuite, dans un 3e temps, on va aborder ces questions d'égalité sociale et autres. Une autre question? Oui. Bonjour, j'ai une double question en fait. Je voulais savoir si le sexisme était une question d'âge, c'est-à-dire si il était plus présent chez des personnes plus âgées que chez des générations plus récentes. Et l'autre concerne la mixité ethnique, c'est-à-dire comment parler d'un sujet en ayant l'interdiction d'utiliser des statistiques. Alors, je vais prendre la première question. Alors, je n'ai pas de statistiques, hein, mais le sexisme, il est partout, quel que soit l'âge. Moi-même, je me considère féministe et je suis pleine de réactions sexistes. Involontaires, bah oui, les biais cognitifs sont aussi pour moi. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, je pense que ce qu'on appelle les jeunes générations commencent à comprendre ce que sont les biais cognitifs et les remettre en cause. Le sexisme là pour le coup c'est un sentiment, hein, je parle personnellement, mais le sexisme est beaucoup plus assumé par les personnes d'un certain âge. Alors que les jeunes commencent à se poser des questions, et notamment après MeToo, à se dire est-ce que je peux vraiment me permettre de faire ce genre de blague sur les blondes ?
Voilà. Et ensuite, il y a peut-être une autre réponse à apporter, c'est qu'il y a les femmes jeunes se permettent aussi aujourd'hui de répondre à ce genre de blagues, alors que les femmes d'un certain âge les ont finalement tellement intégrées qu'elles considèrent que bon, c'est normal, et puis si tu te bats contre ça, t'es en train de te battre toute la journée, c'est bon, faut passer à autre chose. Aujourd'hui, en tout cas moi, je n'accepte plus ce genre de blague. Quand à 18h je pars, j'accepte pas le « Ah, t'as pris ta demi-journée ?» Bah non, je vais chercher mon fils. Et demain, ce sera mon mari. Voilà. Juste sur la première question, je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai eu un fils. Alors, le bébé a 20 ans maintenant. Mais quand il est né, j'ai pris un congé paternité. C'était pas encore... enfin, j'ai pris des congés et j'ai mis ça sur mon auto-reply. C'est-à-dire qu'il y avait un mail qui repartait en disant « Je suis en congé paternité pour 15 jours ». Et c'est vachement rigolo. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais tu es en banque d'affaires, tu peux pas faire ça. » Enfin, l'image de la banque, etc., etc. Et il y a des gens qui m'ont dit « Mais c'est très bien. Enfin, quelqu'un qui est progressif. » Et ça m'a beaucoup fait penser à la citation de Gainsbourg qui est « Je fais pas grincer des dents, je fais grincer des dentiers ». Et c'était exactement ça. Je pense qu'il y a quand même... moi, je suis un peu plus optimiste que toi. Je vois les choses glisser petit à petit. Alors, on peut regretter que ça glisse pas assez vite, etc. Mais je pense qu'il y a un effet générationnel qui est assez important. Sur l'autre question, c'est... alors, la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'en fait, je fais aussi pas mal de travail académique sur la mixité. On a un problème, effectivement, qui est qu'on n'a pas de données sur la mixité en termes de race, en termes de religion, etc. en France. Donc on a un sujet qu'on ne peut pas étudier. Par contre, il y a énormément d'études qui ont été faites aux États-Unis sur le sujet et qui montrent la même chose, qui montrent, alors je ne vais pas vous faire, c'est l'objet d'une autre conférence, mais qui montrent en quoi la diversité, là aussi, c'est meilleur pour capter l'information, c'est meilleur pour motiver les gens, c'est meilleur pour... les réseaux, enfin il y a tout un tas de raisons. Donc moi honnêtement je trouve dommage qu'on n'ait pas des statistiques de ce type-là. C'est une question de liberté, enfin la France refuse d'avoir ce genre de statistiques. Je vais juste vous donner un exemple. C'est sur la Silicon Valley. Il y a des féministes comme madame qui ont dit mais il n'y a pas assez de femmes au board, etc. Et les grandes boîtes de la Silicon Valley ont dit bon, c'est n'importe quoi, on n'est pas macho, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est tout simple, ils ont fait des statistiques. Et quand ils ont sorti les statistiques, ils se sont aperçus qu'effectivement, le taux de féminisation était pas très reluisant, pour le dire gentiment. Et tout de suite, ils ont pris des actions derrière. Parce qu'une fois que vous avez les faits sous les yeux et que vous avez des pourcentages qui sont ridiculement bas, vous pouvez pas nier le problème. Donc moi, c'est mon point de vue, mais c'est mon point de vue personnel. Après, malheureusement, il y a certains aspects de la diversité sur lesquels on n'aura pas de données en France. Donc, je pense qu'il y a une limite à l'exercice sur certains domaines, en fait. Voilà. Merci. Je ne sais pas, je regarde Adeline, si on peut prendre une dernière question, compte tenu du timing qui est en train de glisser. Une dernière question ? Y a-t-il une dernière question dans la salle? Sinon, je vous invite à prendre quelques minutes de pause avant que nous nous retrouvions ici pour la seconde table ronde. Je tiens à remercier vivement l'ensemble des intervenants qui ont pris la parole sur des sujets passionnants et merci de les accueillir en les applaudissant.